Fait que nous allons donc essayer de faire un survol des principaux outils logiciels qui vont être impliqués dans la production de vidéos en direct dans le cadre du cours de technicien de présentation qu'on va faire ensemble. Nous allons utiliser les aiguilleurs Blackmagic. L'appareil a probablement été déjà présenté en classe, sinon ça viendra bientôt. Et sans plus tarder, je vais, parce que j'ai pas de photo de mon setup parce qu'il n'est pas particulièrement impressionnant, mais je vais vous le décrire rapidement. J'ai principalement un aiguilleur à 4 entrées à thème Mini Pro, donc Blackmagic. Sur cet aiguilleur-là, nous avons deux caméras simulées avec un homme et une femme devant un écran vert. J'ai des courtes publicités sur un lecteur HyperDeck. J'ai un deuxième HyperDeck qui est là, mais uniquement pour enregistrer le multi-écran, pour vous le montrer. Sinon, ça serait problématique. Nous avons à l'entrée numéro 4 un générateur de caractères sur le site web singular.live qui permet, par exemple, de faire apparaître en direct là, différents éléments d'habillage, de les personnaliser en temps réel. Donc, le côté temps réel est nécessaire vu qu'on fait du live. Là. Et ça sera donc un outil qui est particulièrement intéressant. On peut ajouter des différents éléments, les points, l'ordre du jour. Au fur et à mesure que la conversation avance, on peut cocher les éléments qui sont faits. Excusez. Puis, on revient à l'écran de contrôle. On envoie ça hors d'onde. Juste pour ne pas trop sucer du jus à mon ordi qui est déjà en train d'enregistrer en même temps que je travaille. Je vais juste garder le bug. Également, en plus donc d'avoir le navigateur web qui sert à la fois afficher le contenu à l'entrée numéro 4, il sert aussi de pupitre de contrôle. Donc c'est pour ça que vous allez avoir deux PC. Là. Il y en a un qui va servir à piloter l'écran ici qui est dans notre zone d'aiguillage vidéo. Puis il y a une autre personne qui va s'occuper de gérer les changements sur le générateur de caractères et la page audio qui, elle aussi, communique avec le même aiguilleur. Ça fait que vous pouvez travailler en principe de 3 à 4 personnes. T'sais, si vous aviez chacun un laptop, par exemple, branché dans la même switch réseau que l'aiguilleur, je pourrais avoir un étudiant qui fait juste le switchage, un qui va juste s'occuper de mettre à jour le média, une autre personne qui ferait l'audio. Et si on avait acheté des caméras Blackmagic, on a la possibilité d'ajuster la correction de couleur et les différents paramètres d'ouverture, d'exposition. Si vous voyez ici, on a le gain, le shutter, le white balance et des trucs semblables. Malheureusement, on n'en a pas. Ça fait qu'on pourrait se contenter de 3 personnes. Je crois qu'à 2, ça va être correct parce que la section audio ne nécessitera pas tant de travail pendant le live. C'est juste une question au départ d'ajuster le son qui va revenir des différentes caméras et lecteurs de publicité. C'est sûr que vous avez sur chacune la possibilité d'avoir un égalisateur de fréquence, couper les basses au besoin. Ici, c'est la bande 2, comme par exemple, je pourrais monter un petit peu les basses ici de Notre-Dame devant l'écran vert. Je pourrais ensuite venir dans la section de la dynamique, c'est qu'on a un limiteur, un compresseur, un expander et une gate. Donc, vous devriez reconnaître ces termes-là comme étant des outils pour aider justement à nettoyer et contrôler les variations de volume. Fait que ça va être particulièrement important lorsque vous allez vouloir passer d'une caméra à l'autre et que l'audio va suivre automatiquement. Vous ne voulez pas qu'il y ait de changement de niveau de volume, un peu comme on l'a vu souvent dans vos entrevues à l'automne, que ça, il fallait le faire manuellement dans Première, mais là, il faut qu'on le fasse live. Donc, si je regarde ici, le L, c'est l'indicatif de réduction de bruit de mon limiteur. Ça fait que déjà là, si le plafond est à moins 12, j'ai déjà une réduction. Je pourrais activer le compresseur pour rendre ça encore un petit peu plus. Moins 17, c'est que ça me donnerait juste comme précaution de plus. 1.2, ça c'est correct. Je pourrais par contre mettre une attaque un petit peu moins rapide.
histoire de donner l'impression que je ne suis pas dans le fond de la pièce. Bref, fait que ça, c'est des réglages préliminaires. On va pas fonctionner avec les recettes habituelles. Comme moi, j'aime ça pour avoir une compression naturelle, que chaque étage contribue à peu près 4 à 5 dB. Si vraiment c'est plus que ça, ben là, on fera ce qu'on peut. Bref, fait que chaque entrée va posséder, et même la sortie, ces différents réglages-là. Pour l'instant, on n'entend rien. Je pourrais ici, dans le bas, il y a des boutons pour mettre à on ou en AFV, qui est l'audio follow vidéo. Ça fait que quand on va choisir une source, ben, il va automatiquement prendre la piste audio qui l'accompagne. Donc là, ici, on voit que le niveau est correct et ça se maintient autour de -10 pour mal tout le monde. Donc, par contre, vu que moi je vais parler en même temps qu'on va switcher, je vais atténuer ces niveaux-là de façon importante pour pas que ça nuise trop à la clarté de ce que je vais essayer de vous dire. Dans l'onglet Médias, on a typiquement des images qui sont accompagnées de sections transparentes. Ici, j'ai quelques images qui sont pleines, qui vont me servir de décor. Puis, on peut préparer à l'avance des graphiques sur lesquels on va inscrire des... attends que je viens vous en envoyer un en ondes. Donc, Media Player. Ici, je viens simplement choisir dans la liste l'élément que je veux vous montrer. Puis, je vais mettre en onde directement en choisissant MP1. Donc, vous devriez voir dans la section Programme qu'il y a un trou qui est noir avec un graphique, là, si j'appuie Molou, Expérience 1 et trucs du genre. Fait que ce qui est noir, dans le fond, est transparent. Ça fait que je pourrais utiliser ça comme une bannière avec l'incrustateur approprié. On va reparler tantôt de ces choses-là. L'inconvénient d'avoir ce type de bannière statique-là, c'est que si en temps réel, le contenu du texte doit changer, ben, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait quelqu'un avec un Photoshop qui n'est pas loin à côté. Heureusement, Blackmagic ont fait un plugin qui s'intègre directement à Photoshop, qui fait qu'on pourrait ouvrir le fichier, changer le texte, le re-sauvegarder et le repousser directement dans le pool ou la bibliothèque du lecteur de médias intégré, le MP1. Ce qui permet de gagner du temps puis qui donne une façon de contourner le problème aux gens qui n'auraient pas accès à un générateur comme celui de Singular.live. Étant une école, nous, on est chanceux, c'est gratuit, mais ça coûte environ 100$ par mois pour une compagnie d'avoir cette plateforme-là. Donc ça vous donne l'idée des différents éléments graphiques qu'on va pouvoir utiliser. Si on veut faire des graphiques animés, ben c'est là qu'on va utiliser des lecteurs de vidéos. Donc nous, on a la famille des HyperDeck, qui est aussi un produit de Blackmagic. Puis ces différents lecteurs-là, ben comme là, il y en a un qui est déjà préconfiguré ici, HyperDeck 1, on voit qu'il est ready. Vous avez une liste de différents éléments que j'ai déjà préchargés. Fait que je pourrais tout simplement mettre en onde le HyperDeck 1. Puis là, si je viens cliquer directement sur un clip, il va être mis à jour. La publicité de Charmin avec les petits ours. On a maintenant le gars avec son zombie. Les oiseaux. La vie est belle, et ainsi de suite. On peut aussi faire aller toute la liste en faisant Shift et en cliquant sur Play. Ce que là, il va boucler. Sans arrêt et trucs du genre. On verra tantôt les variantes qu'on peut faire avec ça. Si on avait un clip qui est très très long, ici dans la section qui est là, on a la possibilité de faire un shuttle. Donc on peut aller genre rapide, revenir à l'arrière. Puis si je grabe ici avec le raccourci, attends un petit peu, je ne me rappelle jamais, c'est-tu Alt? Commande? Ça, je refouille dans mon volume. On a la possibilité de le transformer en roulette. Bref, tant pis. Mais on peut avoir ici une roulette pour faire un positionnement précis de l'élément. Mais dans ce qui nous concerne, ça ne sera pas utile. On va simplement lire les petites publicités là, de 15 secondes. Dans des setups plus élaborés, vous pourriez utiliser une combinaison de lecteur-enregistreur HyperDeck dans le but de faire des effets de ralenti et trucs semblables.
On en reparlera. Le deuxième, comme j'ai ici, il sert simplement qu'à enregistrer la sortie de l'écran multiview, c'est que j'en reparlerai pas, il est là. Dans les configurations, nous ici, on est souvent obligé d'utiliser 1080, 59, 94. C'est principalement l'écran que je me sers ici qui nous impose ça. J'aurais préféré une fréquence plus petite parce que ça double la taille des fichiers qu'on enregistre, mais en tout cas, pour l'instant, ça fonctionne avec ça. Fait qu'on va vivre avec. Vous avez les possibilités de séparer les différents canaux audio. Fait que si vous n'avez pas une captation stéréo, par exemple, sur une cam, ben là, je pourrais décider de venir cocher comme mon entrée 1 ou l'entrée 2. Je pourrais décider de splitter cette entrée-là. Si je reviens voir à nouveau, vous allez voir que le micro 2, maintenant, ici, j'ai indépendamment deux pistes mono, puis je peux les panner gauche et droite, ce qui n'était pas là auparavant. Donc, je vais la ramener en stéréo, ça va juste rendre ça plus simple. On a ensuite les niveaux d'entrée sur le micro. Ces entrées-là ne supportent pas de Phantom Power, c'est que ça, c'est à se rappeler. Par contre, on a la possibilité de choisir un niveau ligne ou un niveau microphone. Il dit plugin power normal. C'est-tu leur façon de dire qu'il y a un Phantom? Je suis vraiment pas sûr. Et de toute façon, si vous avez vraiment besoin d'un Phantom, vous allez voir dans le cours avec François en sonorisation, on pourrait utiliser une sortie stéréo de la console de son que vous allez utiliser pour faire la sonorisation dans la salle où on va faire notre captation et en acheminer donc une paire stéréo ici pour qu'elle accompagne notre production ou qu'on puisse l'enregistrer tout simplement. On peut configurer les différents éléments de l'écran multi-écran. On a ensuite la possibilité de modifier certaines étiquettes. Moi, j'en ai modifié quelques-unes. Par défaut, c'est caméra 1 jusqu'à 4. J'ai donc rebaptisé en fonction des éléments que j'ai connectés dessus. Même chose pour les sorties. Par contre, j'ai accepté tous les paramètres par défaut. Et le lecteur de médias intégré s'appelant Media Player One, je l'ai laissé comme ça parce que ça ne me dérangeait pas. Les hyperdeck ici, ben c'est tous des unités qui sont connectées via réseau. Donc à côté de moi, en plus de l'aiguilleur, j'ai une switch à 8 entrées dans laquelle justement les hyperdecks sont reliés. C'est que sur le panneau à l'avant du hyperdeck, vous avez un petit écran. En naviguant, vous allez pouvoir trouver les adresses IP de chacun d'eux de façon à pouvoir ensuite les connecter. Ici, vous allez remarquer que celui je me sers pour les pubs, j'ai activé la fonction Auto Roll, ce qui va faire en sorte que lorsque je vais mettre en onde en appuyant un bouton de transition, je n'aurai pas besoin de me dépêcher et aller appuyer sur le bouton Play. Ça va se faire automatiquement. Et on n'a pas aucune télécommande, nous, ici. Donc, ça fait... Le dernier logiciel qu'on va avoir besoin va être FileZilla, qui est un utilitaire gratuit, qui va nous servir à communiquer au niveau des transferts de fichiers. Sur l'aiguilleur ATEM Mini Pro, j'ai branché une clé USB de 64 Go qui s'appelle 64 Go EXFAT, qui est le type de formatage qu'on doit utiliser pour qu'elle soit compatible. Puis là, vous voyez justement que ici, pour l'instant, j'ai rien. Mais lorsque je vais fermer l'enregistrement, il va y avoir un ou deux fichiers vidéo, probablement des MP4 ou des points MOV qui vont être créés ici. Puis c'est souvent à travers cette fenêtre-là que je vais les copier sur mon ordi dans le but de soit faire de l'édition ou vous de simplement me les remettre pour que je puisse voir le résultat de vos aiguillages ou en tout cas de la simili-émission qu'on va tenter de faire. Donc le 2.43, c'est mon ATEM. Le 2.10, c'est le premier hyperdeck. C'est que vous voyez ici justement la liste des publicités de 15 secondes que j'ai déjà préparé, converti et transféré dessus. Et le 12, c'est celui ici, encore une fois, où il apparaîtra à la fin le fichier vidéo qui contient ce qui est enregistré du multi-écran. C'est que pour vous, justement, si vous avez un ordinateur qui n'a, par exemple, pas de lecteur de carte SD, ben, c'est une façon de pouvoir aller chercher les différentes vidéos, puis les utiliser, les traiter, et on peut même en pousser et aller dessus. Détruire les vidéos semble pas nécessairement simple, on a une question de permission à gérer. Bref, le protocole FTP, normalement, devrait faire partie
des différents éléments de base que vous allez voir dans votre cours de réseautique. Vous allez commencer à comprendre pourquoi vous avez un cours d'ordi et de réseau en même temps qu'on fait celui-là. Fait que lui, je vais le laisser ouvert, mais j'en ai plus vraiment besoin pour mon vidéo. Ça va principalement se concentrer sur ces deux-là. Bon. Donc, première étape, présentation de la page d'aiguillage. Normalement, le signal vidéo qui est acheminé, ou les signaux vidéo qui sont acheminés à chacune des 4 entrées, dans le fond, l'aiguilleur va nous permettre de faire la sélection de l'une des 4 entrées dans le but de la mettre en onde. Nous avons aussi des sources internes. On a la possibilité d'envoyer un carré noir. Je peux envoyer un carré ou un rectangle de couleur. La couleur ici, je peux venir dans la palette, puis choisir, maintenant je veux changer ça, je veux la mettre bleu, on la met bleu, et maintenant je suis rendu avec un rectangle bleu. Fait que je peux faire la même chose pour le deuxième rectangle. On a donc la possibilité d'avoir ces deux couleurs-là. C'est utile pour nous faire des fonds génériques, comme par exemple dans le cas des écrans verts, si je voulais les remplacer par quelque chose et que je n'ai pas de jolies images préparées d'avance, je pourrais utiliser ces deux rectangles pleins-là. On peut avoir des barres de couleurs et je peux envoyer le contenu du lecteur de médias. Pour changer le contenu du lecteur, on doit venir le faire ici. Et par exemple, je pourrais prendre là, des différents arrière-plans que j'ai déjà transférés dans l'aiguilleur. C'est assez joli. Donc, le signal, il y a une section de prévisualisation ici. C'est que ça ressemble à ce niveau-là un peu à ce que vous avez appris à faire dans Première. C'est que l'écran de prévisualisation, c'est là qu'on prépare l'enchaînement de la transition et du prochain signal qu'on veut placer en onde sur la sortie ou le canal programme. Fait que dans Première, vous êtes habitué de placer 2 clips, 3 clips en arrière de l'autre, de revenir par la suite double-cliquer, par exemple, sur les transitions dans le but d'appliquer des effets, mais quand on est en temps réel, on ne peut pas faire ça. Une fois que la transition est passée, on ne peut plus revenir. C'est pour ça qu'il y a un ordre à suivre dans les étapes. Même si je peux aller directement sur ma sortie programme et choisir directement un signal que je veux placer en onde, ça fonctionne bien, mais il n'y aura aucune transition qui va être appliquée si je le fais comme ça. Ça serait comme un mode super basique en termes d'aiguillage, mais dès qu'on veut commencer à faire des effets d'incrustation pour remplacer par exemple le fond vert ou le fond lumineux ou le fond noir par autre chose, on devra utiliser les différents effets. Donc ici, quand on voit le Next Transition, donc c'est là qu'on va avoir à apprendre. Puis c'est la partie un peu plus difficile de cette aiguilleur-là, ou des aiguilleurs en général, c'est d'apprendre à préparer justement les effets qu'on veut appliquer lors de la prochaine transition. Les transitions elles-mêmes sont relativement simples. C'est que là, je vais basculer entre la cam 1 et la cam 2. Fait que je viens sélectionner sur le bus de prévisualisation la prochaine caméra que je vais mettre en onde. Là, par contre, elle est déjà là. Je vais en prendre une autre pour faire changement. Je choisis le type de transition. C'est que par défaut, le mix correspond simplement à un wipe, pas un wipe, un dissolve ou un crossfade. Si je veux la mettre en onde sans transition, on peut appuyer sur Cut. Si je fais Cut, vous voyez que directement, je passe de l'un à l'autre et il va automatiquement permuter la source pour la destination, parce que c'est souvent ce qu'on va avoir à faire. Il y a beaucoup d'entrevues et c'est des situations très fréquentes. Fait que Cut, le raccourci est la barre d'espacement, si vous voulez le faire avec votre clavier. On peut utiliser la barre après ça pour appliquer les transitions, puis c'est nous qui contrôlons avec notre main la rapidité de l'exécution de la transition. Ça sert quasiment jamais. On va toujours prendre le bouton Auto, puis on va définir la durée de la transition qu'on veut appliquer. Donc là, vous voyez qu'il y a un beau fondu qui dure 1 seconde qui est fait. Si on trouve que c'est trop long, ça c'est du code temporel.
Ce qui me laisse sélectionner ça, 0. Il est bien bizarre, lui. 0.50. 5 frames. Ah, ok, on est en timecode. Donc là, je suis à 60 images secondes. Il faut que je mette 30. Non? Il est à 30 images secondes. Il est bien bizarre. 15. Bref, je fais auto. Parce que je laisse une transition un peu plus rapide. Je vais aller lire sur la documentation de ce point particulier-là. Je ne l'avais pas vu tantôt. Bref. Donc ça, c'est mix. Un dip, il va passer à une couleur arbitraire. C'est que je regarde ici les effets ou les réglages des transitions sont dans la section qui est ici, là. Fait que j'ai la durée encore une fois, puis je choisis la source à utiliser entre les deux clips. Fait que là, par défaut, il prend couleur 1, mais je pourrais prendre n'importe quel des autres. C'est que là, si j'applique la transition, vous allez voir qu'il a passé avec l'espèce de rectangle genre lilas, là. Fait que je pourrais décider, si je veux, j'aime pas celle-là, je vais pas chercher l'autre couleur. Il va faire un dip avec le orange. Bon, on peut faire habituellement des dips avec le black, qui est relativement fréquent. Les wipes ou les balayages, je passe rapidement dessus, c'est super quétaine. Donc, vous voyez le principe. DVE, c'est un peu moins quétaine, mais souvent, c'est pour nous. Parce qu'il faut que je le change ici aussi. Donc, tu sais, ça déplace l'image, puis on choisit la direction dans laquelle on veut que le déplacement se fasse. On peut faire aussi un effet de rétrécissement, et aussi un peu quétaine. Donc, mais regarde, tous les aiguilleurs le font, ça vient avec. Donc, ça, c'est les différents types et styles de transition. 90% du temps, on va rester sur mix. Je reviendrai éventuellement sur la prévisualisation d'une transition. Je pense que ça s'applique plus quand on veut faire des keyings. Donc, le flow, donc, comme je disais, va partir du bas. On choisit le type de transition qu'on veut faire. On va ensuite, en appliquant un bouton auto, envoyer ça sur le programme. La transition va être appliquée et ainsi de suite. Fait que par défaut, il y a toujours ici le bouton genre jaune qui s'appelle Background qui est actif pour l'instant. Donc ça, c'est pour... c'est le nom qu'ils vont donner à la couche vidéo qui est justement dans l'arrière-plan. Parce que lorsqu'on va faire des incrustations, on va avoir une deuxième, si on veut, couche vidéo qui va être ajoutée ou surimposée à celle qu'on a associée au background. Puis la deuxième couche, normalement, elle va être semi-transparente ou partiellement transparente, ce qui va nous donner l'effet de faire disparaître ou de changer, comme par exemple dans le cas de l'écran vert, enlever la couleur verte, faire un trou, puis je vais placer à l'arrière-plan, dans le background, une autre image. L'effet lui-même vient, donc le Keyer 1, qui est ici, est associé avec le bouton ici, qui est juste en haut, qui s'appelle On Air. Donc, il y a certains modèles où vous allez avoir plus qu'un keyer en aval. Nous, on n'en a qu'un pour tout de suite. Et on a un deuxième keyer ou un incrustateur qui est à la fin du processus, qui est le DSK, qui est le Downstream Key, qui lui a la possibilité de toujours être actif. Tandis que le premier, le keyer en upstream ou en aval, excusez, je mélange souvent ces deux termes-là, aval et amont. Bref, lui ne sera actif que lors de la transition quand on va passer du clip prévu au programme. L'avantage que ça peut avoir, par exemple, c'est justement dans le code de notre générateur de caractères, si je veux faire afficher tout le temps le nom de la ville et l'heure, bien là, je viendrai associer au downstream keyer quelle source je veux qu'il utilise en surimposition. C'est que là, j'irai chercher Singular, qui est mon générateur de caractères, et utilise le même canal pour avoir la transparence. On pourra couvrir ces efforts-là plus tard. Et normalement, si je le mets en onde directement, vous devriez voir sur le programme le bug qui vient d'apparaître. Là, la couleur semble un peu off sur mon écran. Donc là, on pourrait essayer de le contrôler manuellement, puis de venir jouer là-dessus, au cas où il n'aura pas été réellement prémultiplié. On s'en reparlera si on a le temps. À court terme, c'est pas critique. C'est une façon de gérer la transparence dans le vidéo lorsqu'on fait des effets de cette nature-là.
Donc, si je le laisse comme ça, peu importe maintenant si je reviens ici et que je bascule mes deux sources, vous voyez maintenant que l'incrustation downstream, elle, est faite de façon continue. Si pour une raison ou pour une autre, on voulait qu'elle disparaisse ou qu'elle soit tout comme le upstream key attaché à la transition, on a le bouton ici en anglais qui s'appelle tie pour dire justement qu'on l'attache. Fait que là, si je l'active et que je fais une transition, là, vous allez voir que il va aller et venir. Si j'utilise l'autre bouton auto, il va se passer normalement. Oh, j'ai oublié de le réactiver, le tie. Là, je fais auto. Là, vous allez voir que le logo en haut Québec va maintenant alterner d'un plan à l'autre. Tout comme ici, lorsque on a activé le background, ce que ça veut dire, c'est qu'il va alterner le contenu avec ce qui est dans le preview d'une fois à l'autre qu'on fait notre transition. C'est que c'est ce qui fait qu'on a l'effet de la cam 1 qui prend l'effet, la place de la cam 2. Là. On verra tantôt on peut limiter cet effet-là. Donc là, je vais enlever le taille. Donc là, je peux faire un effet de transition pour retirer des airs ou des ondes, pardon, le bug si je ne le veux plus. Ça me laisserait le temps de dire, OK, je viens ici, je fais apparaître, mettons, la bande déroulante ou le ticker. Puis là, je fais auto à nouveau ici, puis là, il va apparaître avec un fade au lieu d'être apparu simplement d'un coup sec et trucs du genre. Donc, ça, c'est toutes des options que vous pourrez utiliser dans la production de vos émissions. Il nous resterait qu'à parler principalement de... Avant de faire les incrustateurs, je vais parler de l'hyperdeck. Donc, pour l'instant, le hyperdeck se cache ici. Ici, excusez. Fait que la liste déroulante va peut-être être masquée de cette façon-là par défaut, si vous voulez la voir être ici. Fait qu'imaginez que vous avez une personne qui est en train de parler, qui vous dit « Oui, OK, nous allons maintenant passer à la publicité. » Fait que là, on choisit, mettons, la pub de UND. Et tout ce que j'ai à faire, c'est de mettre en onde l'hyperdeck. Vu que j'ai l'auto-roll d'actif, la publicité a parti. Ce qui est important, par contre, c'est n'oubliez pas de regarder le time remaining. Parce qu'on n'a pas, je suis pas sûr qu'on peut le faire, programmer comme un retour automatique. Fait que là, il faut que manuellement, lorsqu'il va arriver à 0, si je dis OK, on revient en onde. Fait que normalement, il y aurait un régisseur de plateau qui ferait un signe avec ses mains, genre comme 3, 2, 1, pour donner le cue de façon manuelle à la personne, dire OK, on revient en onde. Là. Fait que ça, c'est tout simplement ça qu'on va avoir à faire avec. Là. On va simplement choisir une pub, on va dire OK, je veux la mettre en onde, vous choisissez la transition qu'on veut faire, go, vous le mettez en onde, vous allez regarder le temps qui reste ici. Puis, une fois que ça sera fait, comme en le faisant au clavier, moi, j'utilise simplement le bouton Enter pour activer la fonction auto. Donc, j'ai 2, 1, on revient en onde et la vie est belle. Donc, les hyperdecks, pour nous, ça va se limiter à ça. Les incrustateurs. Donc, on ne fera pas le tour de toutes ces choses-là en détail, juste pour que vous ayez une idée. Il y a principalement 4 effets que l'incrustateur en upstream est capable de faire. Il va faire une incrustation basée sur la luminosité. Ce fait que si je prends par exemple le contenu du lecteur de médias et que je place une image avec une transparence qui est vous voyez dans le bas, là, le Media Player One, ça a changé. Je reviens ici, excusez. Donc là, si je choisis ça comme source et comme masque, puis que j'active le keyer en le mettant à on, là, vous voyez que sur la sortie programme, maintenant, il est apparu la bande de texte en surimposition. Donc là, ça apparaît par-dessus l'élément qui est en background. Je peux la retirer des ondes, simplement en désactivant de cette façon-là. Fait que là, elle est en onde. Donc, la manière que ça fonctionne, c'est que lui utilise un algorithme, finalement, de filtration en fonction de la luminosité des pixels. C'est pour ça que les régions qu'on souhaitait rendre transparentes ont été mises noires, puis on n'utilise pas cette couleur-là dans le restant du design graphique. Ça fait que j'aurais pas le droit de mettre de noir dans la bande. Ça, j'ai choisi comme un genre de gris en dessous de Initiation à Cubase Pro.
Fait que ça, c'est une des limitations de cette technique-là, mais ça fonctionne raisonnablement bien, et puis souvent, ça ne nous crée pas vraiment de problème. On a l'incrustation par couleur, donc le chroma, c'est typiquement celle qu'on va utiliser pour faire l'écran vert. On a ensuite l'incrustation par motif, c'est que là, vous voyez déjà un effet, vu que je l'ai laissé à on, c'est qu'on peut choisir des différentes formes, des masques, c'est que tu sais, je peux choisir pour rendre plus ou moins transparent l'arrière-plan, le centre, un carré. C'est qu'on pourrait faire des effets avec ça d'image sur image, mais ça vous oblige à cadrer la caméra de façon spécifique. Parce que là, vous voyez qu'ici, j'ai choisi comme le carré en haut à gauche, mais en haut à gauche, c'est l'écran vert. C'est pour ça qu'on voit que du vert. Tandis que l'autre ici qui est à côté, le Digital Video FX, lui nous permet de réellement prendre l'image et de la déplacer. Je peux la masquer, choisir la position. On peut même faire des animations. Vous allez voir, il y a la possibilité de se mettre 2 keyframes pour faire en sorte qu'on fait déplacer l'image. C'est qu'on pourrait s'en servir pour faire des transitions animées qui seraient assez jolies, mais c'est un sujet qui est un peu avancé. Fait que pour l'instant, j'en parlerai pas, là. Mais c'est des trucs que si on peut se le permettre, je vous redonnerai un petit tutoriel plus tard au cours de la session sur comment utiliser ça. Mais c'est le même principe. Vous allez déterminer une position de départ, vous allez régler les différents paramètres, vous allez ensuite déplacer à la position finale, redimensionner votre image, régler le deuxième keyframe, puis ensuite de ça, ben, on peut faire une animation entre les différents points A et B qu'on a préprogrammés. Donc, le chroma key, je vais aller chercher par exemple, là, ça fait un peu qu'on en parle, l'incrustation sur fond vert. Je vais l'enlever des ondes, c'est que je vais aller et donc envoyer la cam 1 dans le preview. On va suivre l'ordre habituel. Ce qui fait que là, maintenant, on peut aller faire un échantillon. Comme ici, vous voyez que la teinte du vert dans les deux vidéos que j'ai est différente. Fait que ça m'oblige à aller faire un échantillonnage pour l'algorithme. Puis pendant que je travaille ici, rejetez un œil sur l'écran de prévisualisation. Vous devriez voir un rectangle pointillé là, qui suit ce que je fais. Fait que là, je pourrais déplacer ça pour aller essayer de trouver l'endroit qui est le plus représentatif de la teinte. Le petit carré vert ici, justement, représente la couleur qui va être utilisée. Puis dans la preview, là, il me permettrait de venir faire un ajustement, comme ici, là, je tombe en gris, c'est que ça veut dire que je serais transparent avec ça. Ici, je pense que je n'ai pas besoin. L'edge, mettons que je le regarde de cette façon-là, puis je le laisse là, j'enlève le preview, puis je sors du mode où on fait notre... parce que c'est le principe d'une pipette ici, là. Fait que si je le mets en onde rapidement, pour l'instant, on a une key qui est pas pire. Le tour, par contre, semble un peu... On voit du vert sur les épaules de la demoiselle. Et ici, le bouton Key Edge va contrôler, si on veut, la douceur de la transition autour de l'objet qui n'est pas vert. Mais là, par contre, on n'a rien en arrière, on a juste du gris. Fait que c'est là que le background va être utilisé. C'est que je vais fermer le Kia. Fait que normalement, ce que je choisis, c'est pas la cam 1. Je fais ça uniquement lorsque je veux faire la calibration avec la pipette ici. Ce qu'on va choisir, c'est qu'est-ce que je veux placer à l'arrière. Moi, aujourd'hui, ça va être le Media Player 1. Puis, je vais aller me chercher une belle image plein écran, par exemple, comme j'ai ici. Donc là, vous voyez que ça, c'est ce qui va être le background. Puis, pour que ça prenne vigueur à la prochaine transition, là, je vais appuyer ici sur le petit bouton jaune qui s'appelle Key 1. C'est que rappelez-vous, dans l'univers de Blackmagic, ce qui est allumé en jaune va changer d'état à la prochaine transition. Donc, l'arrière-plan va changer et l'état du keyer va changer. Fait que si, normalement, je le mets en onde, normalement, je le mets là-dessus et ça ne fonctionne pas super bien. C'est que je soupçonne que les réglages ici ne sont pas optimaux. Bon, c'est ça, il était trop fort. J'ai pas besoin d'autant que ce que j'avais mis. Là, j'ai le foreground. Je peux jouer un peu sur l'arrière-plan, puis l'edge. Je vais essayer d'enlever le vert dans ses cheveux. Si vraiment le sujet était trop près du mur vert, ça se peut qu'il y ait des reflets verts.
Fait que c'est là le bouton Spill ici va essayer encore là d'annuler ces reflets-là sur le sujet. Puis le flare encore là, c'est pour vous permettre d'ajouter la couleur qui est 180 degrés opposé au vert. Donc, dépendamment du type de débordement lors de la captation, si vous aviez mal fait votre setup devant l'écran vert, il y a une certaine possibilité de corriger donc dans la section ici là, ce qui se passe. Et si on voulait faire un composite qui est vraiment bon, par exemple, là, si je vais à l'arrière chercher une image comme celle-ci, là on voit que l'éclairage du fond ne concorde pas vraiment avec l'image qu'on a placée à l'arrière. C'est pour ça que vous avez une section ici qui s'appelle ajustement couleur. Ce qui fait qu'on pourrait décider de changer légèrement le brightness de notre personne. On pourrait également venir donner une white balance qui est différente. Là, je n'ai pas vraiment besoin de changer le rouge et le vert. Le bleu aurait été probablement suffisant. Là. Bref, mes yeux de daltonien sont pas mal à leur limite. Mais vous avez le contrôle sur le RGB. C'est que vous pourriez légèrement teinter dans le but de corriger le white balance. Également, si la saturation à l'arrière était moins grande que sur le sujet, on peut contrôler ces paramètres-là. Le but est de créer un composite de votre sujet devant l'écran vert et qu'on ait vraiment l'illusion que ça allait été filmé avec l'image ou le clip vidéo qu'on utilise à l'arrière-plan. Parce que là, présentement, j'ai utilisé une image fixe à l'arrière-plan, mais il n'y a rien qui m'empêcherait de choisir une vidéo. Je pourrais refaire la même manœuvre en disant simplement je veux remplacer le fond vert par la publicité qui joue là. Que je vais aller retourner dans mon hyperdeck, le mettre en boucle pour que ça roule sans arrêt. Et là, vous voyez justement hyperdeck, on a des petits oiseaux mouches. Si je veux uniquement que la demoiselle reste là et faire changer l'arrière-plan, rappelez-vous, ça veut dire qu'à la prochaine transition, je ne veux pas que l'incrustateur change d'état. Là, je vais le désactiver. Je vais uniquement laisser l'arrière-plan actif. Puis, je vais rechoisir à nouveau, par contre, je vais dire l'hyperdeck. Et on va le mettre en onde. Ça fait que là, maintenant, j'ai les publicités qui vont rouler à l'arrière. Et on a relaté, notre demoiselle est restée là sans problème. On pourrait faire l'inverse. Je voudrais dire, je veux que on fait partir la commentatrice, puis je veux juste garder la pub, ben là, on pourrait tout simplement appuyer sur le bouton Off. Et là, ça part d'un coup sec. Ce qui est assez brutal, c'est que si on veut la faire disparaître à l'aide d'une transition, je vais simplement dire que mon prochain plan, je veux que le quilleur change d'état. Je vais laisser et je vais empêcher l'arrière-plan de changer. Donc là, vous voyez que j'ai enlevé le jaune. Fait que la seule chose qui devrait changer, à moins que je me trompe, lorsque je vais appuyer sur Auto, c'est la demoiselle qui disparaît et ça n'a pas affecté du tout notre arrière-plan. Fait que vous avez, ça va être probablement les premiers exercices d'aiguillage à faire, d'apprendre à maîtriser ces outils-là pour faire changer uniquement le fond ou uniquement le devant. Je pourrais décider à la prochaine image, si on veut utiliser le monsieur au lieu de la demoiselle dans l'incrustateur, ben là, je viens ici, au lieu de caméra 1, je prends caméra 2. Là, par contre, je m'assurerai d'envoyer caméra 2 dans le preview. Puis, si j'active mon sampling de chroma, veux-tu le faire? J'ai oublié quelque chose. Mon keyer est actif. Je trouve ça triste, mais on voit que le vert a été échantillonné, même si on ne l'a pas vu. Là. On voit ici le petit carré qui est là, c'est que j'y vais à l'œil. Puis, si je veux donc placer encore une fois uniquement le monsieur sur le fond qui est actuellement là, je vais encore le laisser tel qu'il est là. C'est que je ne veux pas que l'arrière-plan change. Je veux uniquement que l'état du quilleur soit affecté puis fasse apparaître notre mec. Là, vu que je n'ai pas pu retweaker les réglages, il va falloir que je m'attende à ce que le keying soit pas bon. Mais il n'est pas si pire que ça. Puis là, je pourrais décider de, bon, ok, là, j'ai le modem qui est là. Je veux simplement changer l'arrière-plan. Fait que là, je vais lui dire que je veux qu'à la prochaine transition, on change l'arrière-plan. Je ne veux pas qu'on change l'état du quilleur, donc je veux qu'il reste en onde.
Puis, je pourrais aller chercher, là, carrément, je pourrais mettre la demoiselle en arrière de lui. C'est un scénario absurde, là. Là, si je le mets là, on a la demoiselle avec son écran vert. Puis là, si j'avais un aiguilleur avec plusieurs bus d'effets, un peu comme dans le grand studio, on a 3 bus d'effets, mais là, ça nous donne des possibilités d'avoir justement des effets différents qu'on peut cascader un en arrière de l'autre. Je pourrais avoir une vidéo qui roule en arrière de la demoiselle pendant qu'il y a autre chose en arrière du mec et trucs du genre. C'est ce qui rend ça relativement intéressant, là. Si on ramène ça à quelque chose de plus vanille, on peut se mettre ça comme ça. Et encore une fois, je peux décider de ramener mon bug en onde avec mon keyer downstream. Si vous avez une urgence ou au début ou à la fin de votre émission, vous avez ici un bouton tout simple, Fade to Black. Quand vous finissez votre programme, on fait un Fade au Black, puis il va clignoter comme ça. C'est que vous pouvez vous laisser là, un genre de post-roll, ou même quand vous allez débuter vos enregistrements, vous pourriez activer le Fade to Black pendant que vous partez les différentes fonctions. Là, vous commencez l'émission, blablabla, vous lancez, mettons, si vous avez un thème à votre émission ou une petite intro vidéo, on ferait tout jouer ça. Fait que si vous avez des ambitions de streamer sur YouTube ou une plateforme équivalente, ben, ça vous donne une idée globalement là, de qu'est-ce que ça implique en termes de préparation d'avance, quoi faire. Et nous, on va essayer de faire une version simpliste de ça, puis on s'adaptera aux besoins. C'est la première fois qu'on l'essaie, là, ces équipements-là, même si ça fait 3 ans qu'on les a, vu qu'on n'avait pas d'ordi. Puis, vu que ça me gosse, je vais juste changer l'arrière-plan un peu. Putain, ça va être plus fun avec ça. Là, avant que je vous laisse, je voulais juste vous démontrer encore une fois la fonction du audio follows vidéo pour que vous voyez que ça fonctionne. Ce qui fait que normalement, dis-moi pas que j'ai parlé dans le vide tout le long. Mon bouton à moi n'est pas actif. Bon, je suis correct, je l'ai sur l'autre piste. Donc, si je retourne sur l'aiguilleur puis que je passe de la cam 1, on entend notre demoiselle parler. Je vais enlever le keyer, là. Ensuite, on a notre, je pense que c'est une personne qui s'occupe de vendre des édifices. Donc, on devrait avoir l'audio qui accompagne les différentes publicités. Bon, c'est qu'on aura sûrement besoin de se faire des petites vidéos ou démonstrations là, ponctuelles au besoin, mais je veux qu'il y ait au moins une petite référence globale qui décrit le gros de ce qui sera à faire. Puis, ça va être ça pour ce matin. Donc, bonne journée.